rencontre Gosselin-Dumont. Bonjour Francis. Bonjour Mario. J'avais parlé mardi sur LCN à Dan McTeague, tu sais, le monsieur à l'échelle canadienne qui s'intéresse, qui connaît très bien les prix de l'essence, il les surveille depuis des années, puis il disait, arrêtez de penser que ça va monter une fois, là. Ça va monter une fois, une deuxième fois, une troisième fois. C'est comme un escalier. C'est un petit peu ce qui se produit déjà, là. Effectivement, Mario. Puis, tu sais, je rappelle toujours qu'à la mi-décembre, le pétrole se transigeait sous la barre des 60 $. Puis que, oui, aujourd'hui, le Brent est à 83, le West Texas à 77, mais ça a été une lente progression. Puis ça n'a pas fini de se faire ressentir là, dans les prix à la pompe. Donc là, on a vu ces derniers jours une augmentation de 10-12 cents là, selon les endroits. Mais dans le diesel... Il y a Québec où les gens se plaignent que ça aurait monté particulièrement. C'est pas la première fois qu'à Québec, le prix de l'essence n'est pas avantageux. Il y a même des endroits, là, je lisais ce matin, qu'il n'y a plus d'essence. Là, genre, ils attendent le ravitaillement. Là. C'est pas qu'il n'y a pas objectivement de pénurie, mais les gens se sont tellement garrochés sur certaines stations. Pour faire le plein avant la hausse, ouais. Ouais. J'inviterais quand même les auditeurs à faire un petit calcul. Là. C'était pour passer 1 heure à attendre avec le moteur allumé pour sauver 6 cents le litre à un moment donné. Peut-être que ton temps... En tout cas, je sais pas. Je trouve ça toujours un peu bizarre. Là. Je comprends que c'est une différence de 15$ sur le plein, mais ta vie, ton temps. Puis le diesel, lui? Diesel a franchi la barre des 2 $ le litre. Et ça, c'est un peu inquiétant parce qu'évidemment, le diesel, bon, il y a des gens sûrement qui ont des pick-up ou des certains modèles de Volkswagen. Camions, tracteurs de ferme, grosse machinerie, chantier. C'est plus ça qui m'inquiète. Évidemment, les tracteurs de ferme ont accès à ce qu'on appelle le diesel rouge, là, qui est partiellement détaxé. Oui, là, donc mais il augmente d'autant. Là. Il augmente d'autant. Sur le total, il est un peu moins élevé. Une vingtaine de cents de différence, mais tout ça. Puis juste un rappel pour ceux qui sont peut-être agriculteurs ou en lien avec... on peut pas rouler avec du diesel rouge sur les routes du Québec. Hein. Sur la ferme seulement. Hors route. Parce que la raison pour laquelle on paye le 20 quelques cents de taxes, c'est pour financer les routes. Donc, même si tu es un agriculteur avec un pick-up qui sert à la ferme, tu ne peux pas prendre le chemin. Là. Tu peux pas être sur une voie pavée au Québec. Fait que entre les lignes, pas que je connais des gens qui font ça, mais si vous êtes pincé avec du diesel rouge sur la route, c'est des milliers de dollars d'amende. Fait qu'en tout cas, petite chose. Bref, le diesel à 2 $ de litre, Mario, c'est effectivement tous les fermiers là, qui vont devoir payer plus cher à la ferme là, pour, comme tu disais, toute la machinerie. C'est les camionneurs aussi. Et donc là, plusieurs experts, Sylvain Charlebois vient toujours en tête, mais qui préviennent que ça va générer une augmentation des prix dans les épiceries là, dès ce printemps en raison de cette augmentation. C'est un peu inquiétant, évidemment, autant pour l'énergie dans nos voitures, dans nos camions, que pour les prix à l'épicerie. Donc, effectivement, une mauvaise nouvelle pour l'inflation. Un impact qu'on n'avait peut-être pas anticipé de l'embargo américain, le très serré sur Cuba. Une explosion, dit-on. Là, j'ai pas réussi à avoir des chiffres précis, là, mais plusieurs photos, puis The Economist a fait tout un article là-dessus. Une explosion de la demande pour les panneaux solaires à Cuba. Hein, qui quand pour même produire sa propre électricité, là, au moins un petit peu. Avoir des lumières, puis un peu de charger climatisation, charger ses appareils électroniques, c'est quand même, ça peut sonner drôle, mais effectivement, c'était un endroit où il fait beaucoup soleil, évidemment aussi, ça aide. Parce que essentiellement, toute l'électricité à Cuba, c'est des hydrocarbures. Du gaz, c'est ça. Du pétrole. Puis ça venait beaucoup du Venezuela, qui était un pays ami, un peu communisto-autocrate. Je ne veux pas rentrer dans la politique. Il y a le Mexique qui a dit qu'il allait essayer de compenser, mais je pense que... mais depuis 2 ans, quand même, ils vivent avec des pannes d'électricité à répétition. Là, il y en a eu une grosse ces derniers jours là, où pendant plusieurs heures, il n'y avait pas d'électricité comme partout dans le pays. Bref, les panneaux solaires viennent un peu compenser pour ça. Puis c'est intéressant, Mario, parce que je lisais là, un peu une blague. Ça peut leur coûter combien de temps à Cuba? Là? Tu fais quelque chose un peu bric-à-brac, mais tu sais, que ça te prend une pile, ça te prend le panneau solaire, ça te prend une pile pour accumuler, ça te prend un système de branchement et de transformateur pour t'amener ça du 120... mais ça prend pas nécessairement de pile. Là. Je veux dire, justement, tu peux charger ton cellulaire dans le jour, je veux dire... Direct sur le panneau, là, direct sur le courant. Ça me paraît bizarre, mais OK, ouais, peut-être. Mais il y a ça. Après, mais ça peut coûter combien, j'avais déjà fait les calculs chez moi pour un système qui était quand même plus significatif là, sur le toit de ma maison. Puis c'était comme 20 000 $. Là, fait 20 je suis sûr qu'à Cuba, il s'arrange pour moins que ça. Là. Cuba, drôlement, j'ai jamais eu la chance de visiter, mais ce que je sais de l'économie du pays, puis pour avoir énormément d'amis qui y sont allés, c'est une population qui est justement parce que les séries d'embargo, puis tout
ça. Très habile, très, tu sais, pas le choix d'être débrouillard. Bricoleur. Puis la preuve, c'est qu'ils ont plein de véhicules qui datent des années 60-70, qui roulent encore. Puis tout le monde est capable de changer des mais il n'y a pas d'abrasif sur les routes. Y a pas de... Bon, point, c'est que la mécanique, tu sais, tout le monde sait un peu faire. Et donc, possiblement, effectivement, que les panneaux solaires, c'est un peu fait maison. Là. Évidemment, le panneau, il faut le faire venir, mais une fois qu'il est reçu, l'installation peut être... Ils viennent tous de Chine, sûrement. C'est même pas de question. C'est toujours aussi ça, le deuxième enjeu, c'est qu'évidemment, là, les Américains imposent certains embargos sur Cuba. Est-ce que l'ouverture vers la Chine est vraiment une alternative pour le pays? Ça a ses avantages, mais aussi, évidemment, ses inconvénients. Chose certaine, Mario, c'est que partout dans le monde, on a vu le prix des panneaux solaires chuter drastiquement ces dernières années. Puis là, quand un pays quand même pauvre, là, on va se le dire, comme Cuba, est quand même capable de s'en payer quelques-uns. Puis là, comme dit, les économistes disent que c'est un boom. Là. J'ai pas, encore une fois, les chiffres, mais qu'on en voit là, partout. Et d'ailleurs, dernière information, j'ai su, parce que je connais des gens dans le milieu, qu'Hydro-Québec a organisé ces derniers jours des rencontres pour l'industrie solaire. Là. C'est une petite industrie naissante là, au Québec, mais pour l'industrie, a organisé des rencontres d'information parce qu'apparemment, ils vont dévoiler bientôt, je pense qu'à partir du mois d'avril, des programmes de subvention pour l'installation de panneaux solaires à domicile. Ça, c'est l'autoproduction. Là. Ouais. Où Hydro est même prête à racheter. Tu produis avec ton propre panneau solaire, puis tu es comme sur le réseau, puis Hydro, à la limite, va racheter de l'électricité quand t'en produis trop. Ben là, ça, c'est la première phase, c'est de dire, surtout ce qu'on appelle les pointes, là, j'en parle souvent à l'émission, là, mais pendant les périodes de pointe, est-ce que tu peux comme te délester du réseau, là, arrêter de consommer des kilowattheures qui viennent des centrales et tout puis ça. Aller sur ta batterie, puis te charger toi-même. La deuxième étape, ce serait effectivement que là, si t'en as trop, ben là, tu en revends à la grille, mais là, ça implique d'autres types de mécaniques. Chose certaine, je t'avais dit, j'avais fait le calcul, moi, c'était comme plus de 20 000 chez moi, mais ça reste que ça me faisait sauver quand même plus de 1 000 par année là, en frais d'électricité. Sauf que rentabiliser sur 20 ans, c'est un petit peu long. C'était sur 16 ans. 16 ans. Puis, en plus, le fédéral à l'époque, puis là, si Hydro-Québec s'y mêle, le fédéral offrait à l'époque des subventions à 0% d'intérêt. Si Hydro-Québec donne une subvention, je sais pas moi, de 5 000 ou plus, ben tu sais, ultimement, si c'est sur 12 ans, Mario, un rendement sur 12 ans d'un truc pépère là, dans ton portefeuille d'autant plus que si en cas de panne, ça te fait ta solution. C'est comme je l'ai dit, moi, quelque chose que je peux installer sur ma maison puis qui me génère 10% de rendement annualisé à perpétuité, je trouve que c'est un bon placement. Après, chacun fait ses petits calculs. Il faut être dans une unifamiliale, il faut avoir les moyens quand même aussi d'avancer ce type d'argent-là. Mais je pense qu'on va assister, entre guillemets, à cette révolution-là aussi dans les prochaines années au Québec. Merci, Francis. Ça fait plaisir.